Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Loïc Kolodziejczak, qui est consultant manager du pôle RIM, ainsi que son confrère Rodolphe Watteau, qui lui est consultant du pôle RIM. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous parler aujourd'hui des prédictions et risques climatiques. Tout à fait. Donc, on va aborder ce sujet à travers deux interventions. Donc, Rodolphe qui va commencer avec la présentation des risques et moi qui vais enchaîner sur l'application au sein des entreprises. Très bien. Donc, Rodolphe, qu'est-ce qu'un risque climatique ? Alors, un risque climatique désigne un risque qui émane du dérèglement climatique et de manière plus ou moins directe. Donc, concrètement, le risque climat est caractérisé par l'exposition d'un agent économique aux impacts climatiques et aux répercussions de ceux-ci sur son activité. Donc, ces impacts climatiques qui sont susceptibles de menacer une entreprise de manière, par exemple, directe, par exemple sur la hausse et la variation de la température, la hausse du niveau des eaux, les ouragans, les cataclysmes, etc. Ils peuvent aussi être indirects, donc la baisse des rendements agricoles, par exemple, la menace de la biodiversité. Donc, quand on parle de risque climatique, on désigne généralement ces deux grands ensembles qui sont ensuite divisés en sous-catégories. D'accord. Du coup, dans quel contexte que les risques climatiques sont devenus un enjeu central ? Alors, d'une part, le dérèglement climatique et ses conséquences sont un enjeu central de nos jours parce qu'on le voit sur le plan politique et dans nos comportements, nos idées et les débats, que ça prend une place de plus en plus importante. De plus, on a les objectifs fixés lors des accords de Paris sur le climat en 2016, qui établissent par exemple la baisse de 50% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'ère pré-industrielle, donc limitant de 2 degrés le réchauffement climatique d'ici 2050. Donc c'est plusieurs secteurs qui sont en ligne de mire directe au vu de ces objectifs. Ils devront organiser une transition écologique drastique. Pour en citer quelques-uns, on a le secteur de l'énergie, de l'agriculture, de la construction et des transports. D'autre part, on a un contexte réglementaire. Donc l'autorité bancaire européenne qui a publié un draft ETS à propos de ces risques climatiques dans le cadre des risques ESG que les banques sont dans l'obligation de publier de manière qualitative et quantitative dans le cadre du business plan. D'accord. Du coup, revenons sur la typologie des risques climatiques. Quelle est-elle ? Alors, la traduction des risques climatiques en risques financiers est possible grâce à l'identification de catégories de facteurs de risque selon plusieurs caractères. Leur caractère plus ou moins direct a entraîné des moins-values pour l'entité. Parmi celles-ci, on distingue les risques directs, les risques physiques, qui font référence aux effets financiers du changement climatique, notamment la multiplication d'événements climatiques extrêmes et modification progressive du climat, et la dégradation de l'environnement. Donc, pour donner des exemples de risques physiques, on a les risques physiques aigus, qui sont l'ensemble des événements météorologiques extrêmes, les vagues de chaleur, les fortes pluies, les inondations, les tempêtes, les glissements de terrain, les incendies, etc., ayant un impact direct sur les constructions, sur les vies humaines et sur les activités économiques. D'autre part, on a les risques physiques chroniques, qui sont des phénomènes qui s'inscrivent plus dans la durée, donc par exemple le réchauffement climatique, la montée des océans, et qui participent à la désertification, à l'immigration des populations ou la disparition de la biodiversité. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, on a des risques de transition, qui désignent la perte financière qu'un établissement peut encourir plus ou moins directement du fait du processus d'adaptation à une économie sobre en carbone, donc plus soutenable d'un point de vue environnemental. Pour citer des exemples, on a les politiques sur le climat, qui sont un ensemble de mesures limitant les émissions de gaz à effet de serre, dont je parlais dans le cadre des accords de Paris. Donc, par exemple, on a les subventions pour encourager l'utilisation des véhicules électriques ou l'installation des panneaux solaires, les taxes carbone aux entreprises émettrices de gaz à effet de serre, les lois pouvant contraindre les actions polluantes, donc par exemple la limitation du trafic aérien, l'interdiction de la vente de véhicules à moteur thermique. Ensuite, on a aussi une application sur la technologie, donc les technologies, les transformations des modèles économiques reposant sur des technologies en lien avec les énergies fossiles. Donc, on a cité le secteur de l'énergie qui
développe maintenant une offre d'électricité verte. Secteur agricole qui réduit les émissions de gaz à effet de serre avec de nouveaux équipements. Et le secteur de l'automobile avec tout ce qui est les enjeux autour des véhicules électriques. Enfin, on a les habitudes de consommation qui mutent aussi. Donc, dans ces transitions de mode de consommation, on a du point de vue alimentaire les aliments qui sont issus de circuits courts, végétariens. Du point de vue de transport, on a les véhicules électriques, les trottinettes, les vélos. Et d'un point de vue bancaire, on a les épargnes aussi qui financent des projets. Alors du coup, comment aborde-t-on cette évaluation du risque climatique quand on est analyste quantitatif en banque? C'est par la modélisation. Donc l'idée, c'est de créer un modèle qui répond à cette tâche de mesure d'ampleur de chaque typologie de risque climatique. Donc, c'est la solvabilité, la viabilité des banques qui est mise en jeu. C'est pourquoi l'intérêt d'une mesure d'impact fiable à travers ces modélisations est central. Ainsi, l'ampleur des expositions au risque climatique peut être mise en exergue dès à présent, permettant ainsi d'ajuster la stratégie de long terme d'une institution, d'un établissement, avec ses objectifs de rentabilité sur le court terme. D'accord. Donc, il faut savoir que les risques climatiques sont modélisés en prenant principalement deux composantes, donc la géographie et le secteur d'activité, et ils viennent s'imputer à toutes les grandes catégories de risques déjà existantes, par exemple sur le risque de crédit avec des canaux de transmission et d'impact sur les modèles de PD ou de LGD, les risques de marché, donc avec des indicateurs de volatilité stressés par l'aléa climatique, et des risques opérationnels aussi sur les impacts qu'ils peuvent avoir sur les biens immobiliers et la vie des personnels. Enfin, sur tout autre type de risque, donc ça peut être de liquidité, lié au modèle d'activité juridique et même réputationnel. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions, Rodolphe. Ça va être au tour de Loïc de nous éclairer. Alors Loïc, face à ces dérèglements, est-ce que les entreprises ont déjà anticipé la poursuite de leur activité si le pire devait arriver? Eh bien, j'ai audité donc plusieurs entreprises en donnant donc, aux gens que j'ai audités la garantie donc, de l'anonymat de leurs réponses. Et j'ai été assez surpris en fait du vide sur les stratégies qui étaient mises en place en cas de dérèglement climatique. Donc il y a énormément d'actions qui sont entreprises par différentes boîtes justement pour lutter contre le réchauffement climatique, la pollution, le tri des déchets, etc. Mais au final, il y a assez peu de communication, donc interne ou externe, sur si jamais ça arrive, qu'est-ce qu'on va être en capacité de faire. Donc j'ai pourtant contacté des gens qui étaient à des échelons assez élevés donc dans plusieurs entreprises, donc ça peut être dans des secteurs de la banque, du luxe, de la distribution, du monde agricole, etc. Et globalement, il y a vraiment une barrière mentale où tout le monde, à peu près, la réponse que j'ai de manière collégiale, c'est mais non, ça n'arrivera pas. Donc vraiment, il y a encore des œillères assez fortes sur le fait qu'un vrai dérèglement puisse impacter de manière notable et matérielle la poursuite de leur activité. Donc bon, j'ai pris le contre-pied un peu, puisque j'ai pas eu vraiment de réponse satisfaisante. Et je me suis dit, bon, on va prendre un exemple, une grande entreprise, une entreprise qui a plusieurs secteurs d'activité, plusieurs schémas de production, et puis je vais imaginer ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour vraiment pouvoir lutter de manière robuste contre un dérèglement climatique. D'accord, justement, quelle est cette entreprise? Existe-t-elle? Alors, si on prend une entreprise donc, comme on pourrait l'imaginer, elle pourrait ressembler à des entreprises existantes, mais bon, voilà, faut bien se réaliser que l'entreprise dont je vais parler est une entreprise fictive, elle n'existe pas. Donc on pourrait donc dans une expérience de pensée donc décrire une entreprise qui fondamentalement donc a une activité qui commence avec une extraction de matières premières, donc peu importe la matière première, passe par la fabrication d'un produit fini et va jusqu'à la vente donc, de ce produit. Donc on a vraiment un schéma d'expansion verticale complète, donc on a toute la chaîne d'approvisionnement, de distribution, les transports, etc. On imagine évidemment, pour simplifier, qu'elle n'a pas de fournisseurs et qu'uniquement des clients finaux. Donc elle fait vraiment toute la chaîne de production, de distribution, etc. Donc on ne précise pas la matière première qui est utilisée, c'est pas le but en fait, on peut voilà, imaginer n'importe quelle matière première et puis se dire bon ben voilà, on a une seule matière première qui sert à toute la production, pour simplifier encore une fois, et on peut
encore une fois, imaginer quelque chose de réel, même si ce n'est pas une entreprise réelle, que cette matière première se trouve à différents endroits du monde, mais en des quantités donc, et de concentrations qui sont différentes, et que l'acheminement peut venir de la terre, de la mer. Enfin, voilà, on imagine une entreprise qui fait ça, et on imagine aussi que le produit fini est complexe, mais que le savoir-faire, comment dire, le savoir-faire pour le maîtriser est peu complexe, et que les clients finaux n'ont pas de produit de substitution. Voilà, donc on prend vraiment un exemple extrêmement simple pour cette expérience de pensée. D'accord, du coup, une fois cette description faite, que représenter ensuite? Donc, on a une entreprise fictive, une expérience de pensée sur une entreprise fictive, donc qui est exposée à plusieurs modifications potentielles. Premièrement, on a besoin d'une matière première précise, si on synthétise un peu. Deuxièmement, on a besoin de la transformer. Et troisièmement, on a besoin d'écouler sa production dans des points de vente. Donc, évidemment, une fois qu'on a décrit l'entreprise, on a besoin de définir un monde dans lequel, justement, un monde qui aurait subi un dérèglement climatique pour notre expérience de pensée. Donc, je vais donc décrire un monde avec un seul garde-fou, celle que la technologie n'est pas magique. La technologie n'est pas magique. Oui, alors, bon, je vais préciser un petit peu ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, on va éviter de dire que la technologie va répondre à tous les problèmes, parce qu'évidemment, du coup, on éluderait toutes les questions qui peuvent se poser, et donc on n'aurait pas besoin de se poser de questions, et donc ça serait forcément vide de sens. D'accord, du coup, dans notre expérience de pensée, la technologie, elle, restera donc à peu près toujours la même. C'est ce qu'on va poser comme postulat. On imagine qu'on est dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, peu importe. Donc on a eu des innovations qui ont eu lieu donc, du coup d'ici 30, 50 ou 20 ans, peu importe. Mais globalement, pas d'innovation radicale qui change drastiquement la manière dont on produit les choses, tout simplement pour que notre expérience de pensée soit compréhensible d'une personne qui vit à notre époque, évidemment. Donc on va prendre un écosystème qui a été profondément remanié. Voilà, donc typiquement des zones tropicales qui sont un peu plus désertiques. Certaines matières premières, par exemple comme la noisette, la pomme, ont disparu parce que la modification climatique a été trop rapide pour que les espèces s'accoutument à ces modifications. Le nombre d'orages, comme l'a dit Rodolphe tout à l'heure, d'incendies, d'inondations a été multiplié par 3. Donc voilà, dans ce monde, notre expérience de pensée donc, présente un monde qui à l'heure aujourd'hui n'existe pas, mais qui est assez probable au vu donc, du rapport du GIEC. Et donc le monde que je propose ici n'est même pas le monde le plus catastrophique, loin de là. Mais pour notre entreprise? Donc voilà, donc vous avez raison de recentrer. Donc on a présenté un monde, donc on a une entreprise qu'on a présentée tout à l'heure. Donc on va essayer de représenter une entreprise fictive dans un monde fictif et de voir comment elle pourrait tâcher d'exister. Donc on va tenter de planifier ce qu'elle devrait faire pour maintenir son activité, ou en tout cas essayer de limiter les effets donc d'une modification du contexte écologique. Donc on l'a dit tout à l'heure, notre entreprise doit extraire une matière première. Donc il s'est passé des choses dans le monde, le peut-elle toujours? Si oui, le peut-elle toujours de la même manière? Comme on dit auparavant, donc, on s'abstient de penser que la technologie peut résoudre tous les problèmes. Donc on a à peu près les mêmes outils, les mêmes méthodes. La question qu'on va se poser, peu importe le secteur dans lequel notre entreprise fictive extrait cette matière première, c'est est-ce qu'elle peut toujours réussir à extraire cette matière première, ou le peut-elle toujours avec autant de facilité? C'est une question qui est fortement probable. On peut imaginer dans la réalité des ressources rares, du pétrole, etc., des denrées alimentaires, des métaux, qui à l'heure actuelle ne posent pas de problème. On a un processus qui est assez robuste, qui est assez expérimenté pour l'extraire, pouvoir le transporter, etc. Mais il faut bien imaginer que face à un dérèglement radical, rien ne nous empêche de penser que ces possibilités d'extraction soient profondément remaniées. Donc, et encore, là, dans notre exemple, on l'a dit tout à l'heure, on a une seule matière première qui sert à toute la chaîne de production. Évidemment, dans la réalité, c'est bien plus complexe que ça. Donc, une fois qu'on a parlé d'extraction de matières premières, on va évidemment parler donc du transport et également de la transformation en produit fini. D'accord, du coup, on va savoir si la transformation est toujours possible. Oui, alors on va préciser un petit peu, voir si elle est possible également et voir si d'autres contraintes s'est ajoutées. Donc on a une première contrainte qui est assez évidente, qui est assez régulièrement utilisée, l'énergie. Donc comme c'est régulièrement cité, je ne vais pas m'attarder sur l'énergie, surtout qu'on pourrait vraiment faire un podcast de 30 minutes juste sur l'énergie en cas de modification climatique. Donc voilà, on va considérer que bon voilà, l'énergie n'a pas été trop impactée dans notre monde fictif. Donc on va supposer que les usines peuvent toujours tourner de manière similaire, mais évidemment,
dans un monde où il y a de plus en plus d'inondations, d'orages, d'incendies, il y a un secteur qui risque d'être fortement impacté, ça va être le secteur du transport. Donc peu importe où se situe la matière première et ce qu'est notre matière première, on imagine quels sont les plans stratégiques qu'une entreprise devrait mettre en place pour sécuriser sa chaîne d'approvisionnement en transport. Donc aujourd'hui, on a un monde qui est maîtrisé, avec des canaux de transport et de communication qui soient maritimes ou terrestres, qui sont relativement fiables et robustes. Mais si on prend un monde dans lequel un transport sur deux se passe mal, donc soit il arrive très tard, soit il est endommagé, ou pire, il n'arrive pas du tout, il va falloir réussir à planifier comment ce transport devrait se passer, en tout cas pour limiter la casse. Donc, on peut imaginer des orages, des océans plus dangereux, des routes moins sûres, ou avec de plus en plus de tempêtes. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, on peut imaginer par exemple une planification stratégique avec des convois moins nombreux, optimiser la place de stockage, limiter les quantités transportées en cas d'intempéries, donc développer plusieurs stocks sécurisés tout au long de la chaîne d'approvisionnement, donc fractionner les trajets. Voilà, ça typiquement ce sont des schémas de production, des planifications stratégiques que nous pourrions mettre en place en cas de dérèglement climatique notable. D'accord, du coup, si on a bien compris, si tout ça est planifié à l'avance, l'entreprise elle pourra continuer son activité. Alors évidemment, si l'entreprise a mis cette solution, il faut déjà que cette solution soit la bonne. Donc c'est ce qui est très difficile en planification stratégique. Et donc pour être mise en pratique et pouvoir être utilisée, il faut qu'avant même le dérèglement climatique, elle puisse être testée, optimisée, avant que aucun dérèglement notable ne l'ait rendu obligatoire. Donc évidemment, ça entraîne énormément de conditionnels. Alors, et ça explique aussi ce que je disais tout au début, c'est que au final, les entreprises n'ont pas vraiment de plan stratégique d'ensemble sur un dérèglement climatique. Elles ont plutôt des solutions ad hoc qui vont être mises à jour au fur et à mesure des dérèglements qui vont, selon les rapports du GIEC, nous impacter de manière certaine. On ne connaît juste pas l'ampleur du dérèglement qui est face à nous. Et donc, on espère évidemment que la planification de notre expérience de pensée, donc dans un monde extrêmement simpliste, permettra de cibler des risques potentiels et d'essayer de trouver des solutions qui puissent répondre aux besoins soulevés sans poser d'autres problèmes. Évidemment, on imagine le cas du transport comme on l'a vu tout à l'heure. Fractionner les trajets, ça veut dire stocker à différents endroits. Est-ce que ça ne va pas entraîner ça aussi d'autres problématiques? Donc voilà, avec un exemple très simpliste et dans un monde très simpliste où on n'a même pas abordé le cas de l'énergie, on voit tout simplement que la planification est extrêmement difficile. D'accord, merci beaucoup Loïc. Je pense qu'on va se retrouver une prochaine fois pour parler de l'énergie, si ça vous tenait à cœur. Ah bah pourquoi pas hein, on peut faire un podcast uniquement là-dessus, ouais, sans problème. D'accord, merci messieurs pour vos éclaircissements, merci Rodolphe, et puis je vous dis à très bientôt. Ouais. À très bientôt. C'était CMG Raconte, merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de CMG Raconte.